Bien, bonjour à tous, merci d'être là avec nous aujourd'hui pour cette première édition des Carrefours du numérique. Aujourd'hui, on va parler de data science et de manufacturing. On aura 5 invités, on vous les présentera juste après. Avant de commencer, peut-être on va aborder des aspects techniques par rapport à la plateforme que vous avez devant vous. Certains d'entre vous la connaissent peut-être déjà, mais d'autres, c'est une première. Vous avez une partie chat et je vois qu'il y a déjà des messages qui arrivent dans le chat, comme Michel qui nous dit bonjour. Bonjour Michel. Donc n'hésitez pas à utiliser le chat. Et alors vous avez également un onglet questions pour pouvoir poser des questions à nos orateurs. N'hésitez pas à en faire bon usage. On y répondra soit par écrit ou à l'oral si on a le temps de répondre à toutes les questions. Alors, dernier point technique par rapport à la plateforme, si vous avez un souci, essayez de peut-être rafraîchir la page pour revenir et se reconnecter sur ce webinaire. Et également, vous avez une icône avec un petit point d'interrogation que vous pouvez, qui vous permettra éventuellement de trouver la solution à votre problème. Également, si vous avez un petit souci technique, vous pouvez très bien le faire via le chat et l'équipe qui est derrière le chat pourra peut-être vous y aider. Avant de commencer avec nos intervenants, peut-être vous préciser aussi que vous recevrez un email dans les prochaines heures ou d'ici demain, un email avec la vidéo de ce webinaire. Donc, vous pouvez le regarder à votre aise. Donc, le replay, également le lien pour télécharger les slides et un lien aussi pour vous faire part de votre satisfaction. Donc, un petit questionnaire qu'on vous demandera de compléter. Alors, dernier élément technique, on va aussi utiliser la plateforme WooClap, que certains d'entre vous aussi connaissent bien, pour pouvoir vous poser quelques questions, avoir vos réactions. Et vous voyez que le QR code s'affiche à l'écran, où vous avez aussi le lien WooClap/infopole. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est peut-être d'utiliser votre smartphone pour gérer la plateforme WooClap, comme ça vous pouvez bénéficier de votre écran pour bien nous voir. Alors, je vous laisse quelques instants peut-être pour vous connecter sur la plateforme WooClap. On va faire un petit essai. Également, mes collègues ont mis le lien dans le chat. Hein. Ça peut être aussi assez facile d'aller par là. Et peut-être on peut lancer la première question, une petite question de test pour se mettre en jambes. Qu'est-ce qui vous a fait sourire aujourd'hui? Alors, vous avez différentes options de réponse. Hein. N'hésitez pas à nous indiquer qu'est-ce qui vous a fait sourire ce matin. Et comme ça, on verra si le WooClap fonctionne bien. On voit que les réponses arrivent. On voit qu'il n'y a pas encore beaucoup de personnes qui sont connectées sur le WooClap. J'imagine que vous êtes en train de vous connecter. OK. Alors, la réponse qui revient le plus, je demande à la régie de mettre un peu plus grand parce que je ne vois pas les réponses. C'est d'être présent au webinaire. Merci. C'est déjà une bonne nouvelle. Et suivi du café ou de la chanson préférée à la radio. Voilà. Bon, n'hésitez pas à vous connecter au WooClap et peut-être pour davantage faire connaissance et comme ça aussi nos orateurs on peut voir qui il y a derrière l'écran parce qu'on ne vous voit pas malheureusement. On va passer à la deuxième question du WooClap et c'est pour savoir dans quel secteur, dans quelle industrie, dans quel genre d'entreprise vous travaillez. Alors, la question s'affiche normalement sur votre ordinateur ou sur votre smartphone. N'hésitez pas à nous dire où vous travaillez, dans quel genre de secteur. Quel type d'industrie éventuellement? Quelle filière? Alors, pendant que les réponses arrivent, comme ça on va pouvoir les consulter, je propose d'avancer. Et donc aujourd'hui, on est sur la data science et le manufacturing. Il y a quelques semaines d'ici, l'Europe a lancé un Data Act et faisait plusieurs constats. Le premier constat, c'est que les entreprises génèrent de plus en plus de données. Hein, c'est vraiment une masse de données. Et ça, c'est notamment lié aux objets connectés, aux capteurs qui sont un peu partout dans les entreprises. Et surtout, elle faisait un deuxième constat qui était que 80% de ces données sont inexploitées. Et donc, elle dit, l'Europe, qu'il y a un potentiel d'innovation économique très important si on pouvait augmenter, ou diminuer plutôt ce pourcentage de 80%, d'exploiter ces données
pour pouvoir analyser, traiter ça avec de la data science, de l'IA et toutes les techniques d'analyse qu'il existe. Et elle dit que ça permettrait d'améliorer la performance des entreprises existantes, peut-être pourquoi pas d'innover en proposant des nouveaux produits, des nouveaux services, et également de générer quelque part un nouveau pan de l'économie. Elle estime qu'à l'horizon 2030, 2028-2030, ça pourrait représenter un marché de 270 à 300 milliards. Alors, on verra tout à l'heure si les entreprises qu'on a qui sont déjà actives dans la data science génèrent déjà ce chiffre d'affaires. Mais voilà, ça donne un ordre de grandeur de l'importance que ça peut avoir déjà aujourd'hui pour nos activités professionnelles, mais également demain. Et c'est justement pour contribuer à ça qu'on a organisé ce webinaire. Bon, on espère qu'on va pouvoir réfléchir un petit peu sur les 80%. On va vous montrer comment exploiter des données qui sont disponibles en masse, parce que parfois il y a tellement d'informations qu'on ne sait plus par où commencer. On va aussi vous présenter avec Jean-François ici juste après quels sont les dispositifs qui peuvent contribuer à l'exploitation de la donnée pour pouvoir tester les analyses de données et surtout les résultats, voire observer les résultats en conditions quasi réelles. Bonjour Jean-François. Bonjour Jean-Philippe. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui es-tu, que fais-tu? Bien sûr. Donc, je m'appelle Jean-François Deleng, je suis responsable du business development chez Ceris pour toute la Belgique et en particulier pour la Wallonie. Alors aujourd'hui, tu viens nous parler des TEF. Mais qu'est-ce que c'est un TEF? Quel est cet acronyme bien bizarre et pourquoi est-ce que l'Europe y accorde autant d'importance? C'est une bonne question. Alors, TEF, ça veut dire Testing and Experimentation Facilities. L'idée, c'est que les algorithmes d'intelligence artificielle, enfin, l'Europe s'est rendu compte de la même chose que ton introduction était très bonne. On a besoin d'avoir plus de confiance dans les solutions IA. On a besoin de pouvoir prouver que leurs performances sont suffisantes. Et donc, l'idée ici de l'Europe, c'est d'avoir un financement pour un projet qui permet d'équiper des infrastructures quasi réelles, donc par exemple un hôpital ou une usine, pour les digitaliser et pour avoir vraiment un support pour les fournisseurs de solutions IA afin de tester leurs solutions en environnement réel. L'output du projet, c'est vraiment de dire je vais tester la solution sur une ligne de production, par exemple, et à la fin, je vais pouvoir dire si oui ou non la performance est suffisante et si on peut, entre guillemets, certifier ou labelliser ce produit ou ce logiciel IA. Et donc, ce TEF, c'est un projet européen qui est supporté par l'Europe, qui est en train de naître. Voilà, exactement. Donc, nous, on est dans la phase de production du dossier, on va dire. La soumission est prévue pour le mois de mai, donc c'est le slide suivant. Ce qui est un peu particulier avec ce type de projet, c'est que c'est un cofinancement de l'Europe et de la région. Donc, c'est un montage à deux niveaux. On a heureusement la chance d'avoir un soutien actuellement de la région Wallonne qui est normalement parmi les participants de ce webinaire, en tout cas qui est dans la salle. Et l'idée, c'est qu'il y aura seulement un TEF par secteur. Donc ça, c'est un peu particulier. Il y a 4 secteurs qui ont été prioritaires, qui ont été identifiés par l'Europe, le manufacturing, la santé, l'agri-food et les smart cities. Donc, nous, a priori, on pousse un projet en manufacturing. C'est bien l'idée. Et il y aura un seul projet qui sera accepté en Europe avec un potentiel de financement de 10 millions d'euros. Voilà, donc ce projet européen, c'est en fait le réseautage de 5 à 6 sous-projets. Donc, nous, il y a le projet belge, voilà. Il y en aura dans d'autres pays européens. On se met ensemble pour faire le gros projet qui peut aller jusqu'à 60 millions d'euros. Et est-ce que tu as quelques exemples? Tu en as déjà cité un avec une ligne de production, mais concret de use case potentiel que l'on pourrait tester avec ce Voilà, donc effectivement, il y a déjà des applications qui concernent par exemple le tri automatisé des déchets. Si on va plus en aval, parce que l'idée de notre sous-projet, chaque sous-projet doit se spécialiser. Nous, c'est vraiment le manufacturing circulaire. Donc, on peut aller au prochain slide. L'idée, c'est vraiment le manufacturing circulaire en deux mots. Si on l'oppose par rapport au linéaire, on part de l'extraction jusqu'à la décharge, avec éventuellement l'incinération. C'est justement de garder les matières et les produits en circulation le plus longtemps possible. D'accord, pour ne pas justement avoir les problèmes d'approvisionnement qu'on connaît, et aussi surtout pour ne pas toujours extraire des matières premières. Et ça se fait avec un objectif toujours, d'une part, de minimiser l'utilisation des matières, de l'énergie et même de l'information. C'est ce qu'on appelle le remanufacturing. Par exemple,
manufacturing circulaire. Et donc, il y a différentes étapes. Pour chacune des étapes, on espère avoir au moins un ou plusieurs tests. Donc, il y a d'abord la maintenance préventive. On veut garder le plus longtemps possible une machine en l'état, en fonction, exactement. Les réparations, puis il y a le remanufacturing, qui est un peu plus spécial. On prend des pièces, on les retravaille, on les remet en circulation, voire parfois des machines complètes, et puis après, recyclage. Et voilà. Juste pour dire un peu ce qui est assez intéressant, c'est que c'est vraiment en ligne avec une stratégie wallonne, donc la S3 que vous avez entendu, et il y a différents IIS, bon c'est peut-être un peu trop technique, on n'ira pas trop loin, comme Made in Wall, Win4C, etc., qui sont vraiment en lien avec ça, et ça concerne pas mal de secteurs importants en Wallonie, énergie, aérospatiale, métal, mobilité, production et défense. Et si on est une entreprise wallonne, soit peut-être active dans le manufacturing ou active justement dans tout ce qui est data science, IA, comment on y a accès? Est-ce qu'on peut y aller? Comment ça se passe concrètement? On est en train de construire le projet. Donc, on doit encore définir les différents types de services. Mais l'idée globalement, c'est quoi? On va prédéfinir un ensemble de tests qui nous paraissent standards. On va interroger le marché. On va surtout être en partenariat, ce qui est important, avec des end-users, donc des sociétés, des grands comptes plutôt industriels qui ont ces besoins-là dans leur métier de tous les jours par rapport à manufacturing circulaire, et on va mettre en place des tests. Les données seront aussi seront cruciales. Ça, c'est quelque chose que on va étudier. C'est pas pour rien que le CETIC est dans le projet aussi Multitel, bien sûr. Donc, les sociétés se porteront candidates. On va essayer d'en avoir plus qu'une par test, mais on verra, peut-être que ça peut être une. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est un projet européen. Donc, il y aura certainement une grande publicité auprès des sociétés wallonnes, mais d'autres pays peuvent venir aussi, vont venir. C'est vraiment ça l'idée. C'est un projet européen. Donc, on peut imaginer qu'un end-user wallon qui a une idée de test pour comment utiliser l'IA dans maintenance préventive pour mes machines va avoir peut-être une comparaison avec des sociétés wallonnes, françaises, espagnoles, que sais-je. Voilà. Ça, c'est un peu l'idée. Et donc, dans cet espace, vous allez travailler avec différents, on l'a vu, entreprises, à la fois manufacturing et de la data science, aussi avec différents partenaires, tu l'as cité avec le CETIC. Est-ce qu'il y a d'autres partenaires peut-être à mettre en avant? Oui, donc pour l'instant, le consortium wallon, donc Ciri, c'est le chef de file, donc c'est la slide juste après, effectivement. Avec tous les logos et les partenaires. Slide 9. Donc, Ciri, CRM Group, ensemble, on apporte des infrastructures. C'est vraiment important de projet. On a les machines chez nous. Multitel et CETIC sont des partenaires très importants aussi pour le côté ICT et AI. Donc, à la fois faire la couche qui permet de digitaliser les machines ou à partir des capteurs ou des équipements d'IoT, mettre à disposition les données. Et puis, toute l'étude et l'interaction avec les sociétés d'intelligence artificielle, un peu tous les partenaires vont le faire. Ça, c'est pour les partenaires technologiques. Comme vous voyez, il y en a d'autres qui sont importants dans le projet. Le pôle Mécatech et Agoria, que j'ai appelé partenaire de développement économique pour faire court et simple dans un slide, mais sont vraiment là pour faire le lien avec les sociétés wallonnes et belges d'ailleurs. Pourquoi pas. On a des partenaires associés aussi. Pardon. Vas-y, continue. On a des partenaires associés, Assisca, parce qu'il y aura Walfin pour les financements, et alors des universités que je ne cite pas pour l'instant, avec lesquelles on est en train de monter le projet. Et de manière concrète, quelles sont les machines, les équipements que l'on va retrouver? Donc, chez Ciri et chez CRM, on a eu, grâce à des projets précédents, la chance de financer des grands équipements qui sont capables de traiter différents matériaux, des métaux, des plastiques et des composites. À la slide d'après, je montre on a quelques photos qui montrent un petit peu ce qu'on peut faire, par exemple, au CRM. C'est spécialisé dans la météo, pour ceux qui ne connaissent pas CRM Group, mais je pense que tout le monde connaît, avec, sans être exhaustif, mais il y a de laser cladding, projection thermique, cold spray, usinage, beaucoup de travail pour l'industrie métallurgique, bien sûr. On peut passer à la slide suivante. Et donc, chez Ciri, on est plus spécialisé dans le plastique et les composites. On fait aussi d'autres matériaux, mais c'est ce qu'on veut mettre ici en avant dans ce projet. Et donc, par exemple, les équipements d'injection plastique, de moulage par injection plastique, des autoclaves, des fours pour thermoplastique. On a aussi déjà des systèmes industrie 4.0, parfois, qui ont été qui ont été digitalisés avec les partenaires wallons que j'ai déjà cités. On a des robots, des cobots, comme au CRM, et des machines interconnectées. Donc ça commence. C'est encore
un travail sur lequel il faut avancer, interconnecter les machines, dashboarding temps réel, etc. Voilà, on a aussi des systèmes on a aussi pas mal de machines en additive manufacturing et on a un laboratoire de testing, de caractérisation qui est aussi un candidat pour apporter des machines au TEF. Et pour conclure, on a l'additive manufacturing qui est bien connu chez Ceris depuis longtemps. Mhm. 3D, impression 3D pour faire simple. Voilà, ça c'est les infrastructures qu'on a pour l'instant, mais on a aussi des contacts avec d'autres. Pour augmenter le Pour parc augmenter, machine. en fonction d'un test nouveau éventuellement. Hein. Et alors, bien sûr, le lien européen est très important pour envoyer des partenaires wallons vers un test, je ne sais pas, comme je disais, en Suède, on a un partenaire suédois, et vice-versa, on peut comme ça aussi augmenter notre capacité d'infrastructure. Alors, tout ça, c'est un projet qui est en train de se monter, même s'il y a déjà des équipements qui sont là, il y a déjà un écosystème qui existe et des actions qui ont été prises. Ouais. Dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, que va-t-il se passer au niveau du chef? C'est quoi un peu les... ça va être chaud. Donc, la première chose, c'était de convaincre la région de cabinet. On a eu différentes rencontres. Maintenant, on a un feu vert pour continuer. La deuxième étape, c'était vraiment de trouver les partenaires européens. Il y a énormément de discussions parce que c'est assez complexe. On a donc maintenant la France, la Suède, l'Espagne. On est en discussion avec la Pologne, la Slovénie, l'Allemagne, la Tchéquie. Je cherche le dernier, mais bon, on va devoir... la Pologne, je t'ai dit, mais on va devoir choisir... la Grèce, voilà. Choisir maintenant les 6 partenaires. A priori, le coordinateur européen serait la France, parce qu'il y a des grands groupes, il y a le CETIM, le LNE, APAV, etc. Et dès peut-être, bon, ici il y a quelques jours de congé, un peu pour tout le monde la semaine prochaine peut-être, mais dès la semaine prochaine ou la semaine après, on se met tous ensemble au niveau wallon et on commence à travailler sur l'implémentation du projet, parce que la soumission, c'est le 17 mai. Ouais, donc c'est demain. C'est demain. D'accord. Donc ici avec Jean-François, on a pu voir que voilà, il existe déjà, il existera encore avec une autre dimension dans les prochaines semaines, les prochains mois, un outil qui permet de tester en conditions réelles. Donc c'est un super labo quelque part où on peut tester en conditions réelles des fonctionnements d'IA, d'analyse de données, enfin capter la donnée, analyser la donnée sur des équipements industriels. On a vu de tout type, de différents secteurs, pour justement voir quelles sont les retombées, quels sont les gains possibles que l'on peut avoir. Donc, c'est une sorte de super POC aussi, quelque part. Oui, c'est une bonne image. C'est un POC grandeur nature. C'est peut-être encore un cran au-dessus du POC, mais... on est dans des conditions réelles. En fait. Voilà, un peu comme Tremplin IA apporte quelque chose. Ça apporte quelque chose de plus accroché aux machines, peut-être un peu plus grand, mais tout à fait. C'est vraiment intéressant, à mon avis, pour les fournisseurs d'IA de se mettre en avant et à l'opposé, pour les grands industriels, de pouvoir choisir les bons fournisseurs. D'accord. Merci. Alors maintenant, on va se retourner vers notre audience. On a une petite question pour vous via notre WooClap pour voir justement, après cette présentation, quel est votre sentiment? Est-ce que certains d'entre vous sont déjà intéressés ou voudraient en savoir plus quelque part pour utiliser un des équipements du TEF? La question s'affiche à présent sur vos écrans. N'hésitez pas à marquer... 100%, c'est bien. Pour le moment, voilà, c'est à 100%. En plus, dans les intervenants, il y a quelqu'un qui est intéressé. En plus. Oui, voilà. Donc, n'hésitez pas, comme ça donnera une indication aussi à Jean-François, ses équipes qui sont en train de monter le projet, de voir pas me contacter, hein. Tout à fait. Alors, pendant que les résultats sont en train d'arriver, je vois qu'il y a... Voilà, ils sont en train d'arriver. En tout cas, il y a plusieurs personnes qui sont intéressées. Après, il y a plusieurs aussi profils qui nous suivent, donc ce qui peut expliquer aussi pourquoi le nombre est faible, mais ce qui ne témoigne pas d'un manque d'intérêt. Alors, ensuite, donc ici, on a pu voir voilà, comment tester des solutions d'IA, comment tester des améliorations sur sa chaîne de manufacturing. Maintenant, on va passer chez Mathieu. Bonjour Mathieu. Oui, bonjour. Peut-être aussi en 2 mots, qui es-tu, que fais-tu, où travailles-tu? Alors, Mathieu Goumine, je travaille au CETIC et je suis impliqué dans différents projets liés au big data et au machine learning en général. Alors aujourd'hui, tu vas venir nous parler de la compression des données, qui est un des sujets sur lesquels tu travailles. Peut-être avant de commencer, on va aussi soumettre à notre audience une petite question pour avoir une idée. Par rapport au... Voilà, ça arrive. Par rapport au nombre de données que votre entreprise génère par jour, est-ce que vous avez une idée de la quantité de données que vous générez par jour dans votre entreprise, qu'elle soit de service, qu'elle soit industrielle, enfin peu importe qui vous êtes et qui regarde. Est-ce que vous avez un ordre de grandeur
vous verrez que avec les travaux de Mathieu, il y a peut-être des éléments qui vont vous intéresser. Là, on voit qu'ici, il y a quelques très grosses entreprises, en tout cas, qui génèrent énormément de données, hein, plus de 50 gigas. On a à peu près un tiers. Voilà, on va laisser les résultats arriver. Mais donc, tu vas nous parler de la compression, mais pourquoi aujourd'hui, à l'heure de la 5G, de la fibre optique, des ordinateurs qui sont assez puissants, hein, même un ordinateur un PC que tout le monde peut avoir, où il y a des supercalculateurs, pourquoi est-ce qu'on a besoin de compresser des données alors qu'il y a des technologies vraiment très performantes pour à la fois stocker la donnée, l'analyser, la partager? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de compresser ces données? Alors, le besoin vient du fait que, indépendamment en effet des progrès technologiques qui permettent de mieux traiter la donnée plus rapidement, plus efficacement, le besoin de cette capacité augmente aussi. Donc on va en parler voilà, immédiatement. Donc en réalité, dans notre cas, on parle de données IoT, donc de données issues de capteurs. Imaginez par exemple un capteur de température dont la valeur change au cours du temps. Et on veut enregistrer ce genre de données, on veut être capable de la traiter. C'est un enjeu majeur, notamment dans le domaine de l'industrie, puisque c'est ce genre de données-là qui permet de mieux comprendre les procédés industriels et donc de mieux les gérer. Ce qu'on remarque avec nos partenaires de recherche dans le cadre de différents projets, c'est que le nombre de capteurs augmente significativement avec le temps. Il y en a de plus en plus pour mieux capturer cette réalité. Et ces capteurs, en plus, émettent des données de plus en plus fréquemment. Donc, il y a aussi une augmentation sur la fréquence d'acquisition des données. Alors qu'hier, on parlait d'une donnée toutes les minutes ou toutes les heures. Aujourd'hui, on parle de données toutes les secondes, par exemple, voire même jusqu'à 1 million de fois par seconde. Voilà, ce qui est énorme. Donc, en termes de technologie et de moyens pour gérer ce genre de données, entre gérer une donnée par jour et 1 million de données par seconde, il y a une différence qu'il faut arriver à combler. Une autre augmentation qu'on remarque, c'est au niveau de la variété de l'information. Donc, hier, on traitait de capteurs, je vais dire, traditionnels, de température, de pression. Aujourd'hui, il y a une variété de données qu'on est amené à gérer. On veut mesurer de la qualité de l'air, on veut mesurer des vibrations, on veut mesurer des flux vidéo. Et donc, il faut être capable de continuer à capturer la richesse et le sens de l'information pour pouvoir en tirer de la valeur par la suite. Et donc, il faut mettre à jour nos outils, il faut de nouveaux outils qui peuvent continuer à capturer ce sens pour qu'on puisse continuer à en faire bon usage. Et quels sont les outils justement que le CETIC a développés dans ses différents travaux de recherche pour adresser ce challenge de quantité de données, de type de données, de fréquence aussi? Alors, au niveau du CETIC, on travaille sur 2 outils complémentaires, DMOE et Storage. Donc, DMOE, c'est une sorte de plateforme qui sert à venir se brancher sur les sources de données, donc sur les capteurs. Cette plateforme est capable de comprendre le sens des données et de les traduire, de passer d'un langage d'un certain capteur vers le langage utilisé par un autre système. Et ça, quelle que soit la marque, le type de fonctionnement? Oui, c'est vraiment l'idée de rendre interopérables différents systèmes entre les capteurs eux-mêmes aussi, naturellement, mais aussi entre les capteurs et les outils qui exploitent par la suite les capteurs. Donc c'est une sorte de traducteur universel pour les données de type capteur, surtout industriel. Et donc, si on est dans une industrie, une entreprise, on a tous ces capteurs, on veut justement collecter et standardiser quelque part la manière dont on va stocker les données derrière. On prend ce DMOE et on peut quelque part connecter tous les capteurs, quelle que soit la marque, le fabricant, etc., dessus. C'est ça. Et ça va remonter l'information de manière un peu standardisée, ou en tout cas dans un langage qui est compréhensible. En effet, donc DMOE est capable de comprendre la valeur qui est issue des capteurs et est capable de la traduire pour que d'autres systèmes puissent la comprendre à leur tour. Ça, c'est vraiment l'idée de DMOE. Et par ailleurs, nous avons Storage, qui est son complémentaire. Donc, une fois que cette donnée a pu être comprise et a pu être canalisée, on l'envoie dans une plateforme de stockage et également de traitement de la donnée de type IoT pour, par exemple, faire du machine learning, pour faire de la maintenance prédictive. Voilà, il y a toutes sortes de cas d'usage. Et donc, ce sont 2 outils qui traitent des flux de données de type IoT. Et en particulier, donc, on essaye de traiter cette problématique d'augmentation de volumétrie, de débit, de variété dans la donnée. Et donc là, on a parlé de capter la donnée avec ce super traducteur universel, de la stocker, mais on n'a toujours pas parlé de la compression. En effet, oui. Donc, entre les deux, donc entre DMOE et Storage, il faut un canal de communication qui se veut efficace pour faire face aux augmentations dont on vient de parler.
Et donc, pour ce faire, ce que nous, on propose au niveau du CETIC, c'est de partir d'un algorithme de compression de la donnée qui est déjà proposé, qui a été proposé en l'occurrence par Facebook. L'algorithme s'appelle Gorilla. On l'a adapté, on l'a étendu, on l'a spécialisé pour être plus à même de traiter des données de type capteur industriel. Donc, il y a une spécialisation de l'approche, du traitement de la donnée qui est réalisé dans notre cas. Et ce qu'on a fait aussi, c'est que cette technique d'encodage, on l'utilise au sein d'un protocole, donc c'est un langage de communication pour machine qui fait qu'une donnée qui rentre à l'entrée du tuyau peut être efficacement transportée à travers ce tuyau pour être exploitée à l'autre extrémité. Donc voilà, il y a une adaptation de ces technologies-là pour un contexte industriel. Et ce qu'on a fait, c'est que cet algorithme de compression et ce protocole qui utilise l'algorithme, on l'a mis à l'épreuve, on l'a comparé avec d'autres solutions grâce à des données industrielles réelles qui ont été fournies par un de nos partenaires de projet de recherche, Safran Aeroboosters. Justement, peut-être parlons de ce cas en particulier. Donc avec Safran, décris-nous un petit peu le contexte de cette étude de cas et après on parlera des résultats que vous avez obtenus. Donc ce qui nous a intéressé dans le projet de recherche avec Safran Aeroboosters, c'est que ils ont des bandes de test, c'est-à-dire ce sont des moteurs d'avion qu'on place sur des structures, des passerelles, des nacelles plutôt, et on met le moteur en route, on l'utilise et on vérifie que le moteur se comporte correctement. Donc le moteur d'avion lui-même est équipé de capteurs, mais le banc aussi. Et donc on a pu récupérer les données des capteurs qui se trouvaient sur le banc, et on a pu en faire différentes analyses, y compris on a essayé de faire en sorte que la transmission des données puisse se faire plus efficacement à partir du banc, et puis qu'un stockage plus efficace puisse être mis en place à long terme. Et quels sont les résultats que vous avez obtenus suite à tout ce travail sur la donnée et l'utilisation de vos techniques de compression? Alors peut-être on peut passer ce slide alors pour arriver au résultat. Et au suivant, oui, encore un petit peu, oui, voilà. Donc on voit que c'est un banc de test qui est équipé de 216 capteurs, donc l'air de rien, ça devient non négligeable, d'autant plus qu'évidemment, il faut imaginer qu'il y a un parc de bancs en réalité derrière. Donc ce qu'on a observé, c'est qu'on a comparé la manière dont Safran Aeroboosters encode les données aujourd'hui, on va dire. On a comparé ça avec notre propre approche et également avec une méthode de compression standard telle qu'on peut la trouver dans un outil disponible sur un ordinateur téléchargeable sur Internet qui s'appelle Deflate. Et ce qu'on a observé, c'est qu'en compressant les données avec cet algorithme standard, on arrivait à diviser à peu près par 10 le volume des données, ce qui est déjà très intéressant, très sympathique. Avec notre approche, on arrive à le diviser par 15. Donc, on arrive à repousser un petit peu le taux de compression, l'efficacité de compression des données. On gagne 50%. Et ça sans perte de qualité ou d'information. Tout à fait. Donc, ce qui est très important, c'est qu'on ne perd jamais d'information, on ne fait pas d'arrondi, on ne fait pas d'approximation, on garde toute l'information, ce qui est très important pour pouvoir faire du traitement de données, par exemple de l'intelligence artificielle derrière. Et également, on garde tout le sens de la donnée. Donc, on arrive à capturer toute l'information qui est périphérique à la mesure qui est réalisée elle-même. Voilà. Donc ça, c'était la division par 15 pour la taille. Oui. Et pour les autres critères, temps d'encodage, décodage? Oui, alors en effet, donc le fait de compresser la donnée, ça nécessite un effort, ça demande du temps machine. Avec l'algorithme Deflate, typiquement, on a observé qu'il fallait multiplier par 100 le temps nécessaire au traitement de la donnée pour réaliser l'encodage, ce qui peut être problématique. Avec notre approche, on arrive à ne multiplier ce temps que par 4. Donc, non seulement on est plus efficace que les algorithmes qui sont dans l'état de l'art, mais de manière qui sont très génériques, mais en plus, on a divisé par 25, 26 le temps de compression, le temps d'encodage nécessaire pour avoir ce beau taux de compression. Par contre, il y a un petit inconvénient, c'est qu'au décodage, donc quand on souhaite relire la donnée pour pouvoir l'exploiter, à nouveau, ça demande plus de temps que si on stocke nativement la donnée. Avec l'algorithme traditionnel standard, on a 40% d'augmentation, on en est à 120% avec notre approche. Donc, on est un peu plus lent pour relire la donnée, mais par contre, lors de la transmission, on est significativement plus performant que ce qui existe aujourd'hui dans les outils classiques. Et en réduisant la taille des données, le temps d'encodage, de calcul, etc., vous avez des gains de performance moins énergétiques, d'utilisation de bandes passantes? Oui, tout à fait. Donc, ce qui est évident, c'est qu'en termes de stockage, on divise par 15 le nombre de disques durs ou la taille du disque dur nécessaire. C'est la même chose au niveau de la bande passante. On a besoin de 15 fois moins de bandes passantes pour transmettre la donnée, ce qui veut dire qu'on peut utiliser des technologies qui sont plus économes en énergie, ou bien pour une même technologie, on peut transmettre 15 fois plus les données de 15 fois plus de capteurs ou à une fréquence 15 fois plus élevée, par exemple.
Donc, ce sont les principaux avantages de ces approches-là. Et quand vous êtes arrivé avec ces résultats d'un premier test chez Safran, donc divisé par 15 la taille des données, quelle était leur réaction? Alors, ça a été une réaction très intéressée. Donc, ils sont à la recherche, à la demande de ce genre de technologie parce qu'ils prévoient une augmentation encore dans le futur de la volumétrie, de la bande passante, etc. Et donc, voilà, on envisage maintenant de passer de ce prototype à une solution plus industrielle et peut-être plus adaptée encore à leurs besoins pour pouvoir vraiment profiter de cet algorithme, de ce protocole de communication. Alors ici, c'est un projet de recherche qui est en cours et qui est un processus itératif. Ça avance. Quelles sont les prochaines étapes pour améliorer encore ce que vous êtes en train de faire? Oui, donc on veut passer justement du prototype à quelque chose de plus industriel. Donc il faut comprendre que cette solution qu'on développe, c'est un module qui peut être utilisé dans de nombreux contextes. Les premiers, ça va être pour cette communication entre DMWay et Zorage, donc 2 produits qu'on développe au niveau du CETIC. Également pour le stockage au niveau de Zorage de manière plus efficace sur du long terme, parce qu'on veut stocker ce genre de données pendant 10 ans, par exemple. Et puis, évidemment, notre objectif, c'est aussi de faire en sorte que ce module soit embarqué dans les solutions propres à nos différents partenaires, donc de pouvoir aller dans une infrastructure IoT et de pouvoir mettre à profit ce genre de technologie pour tirer encore plus profit de l'infrastructure existante. Et si l'entreprise aujourd'hui souhaite utiliser cette technique de compression, est-ce que c'est déjà possible ou c'est encore un peu trop tôt dans l'état d'avancement du projet? Donc, on a déjà des systèmes qui fonctionnent dans des conditions informatiques particulières. Maintenant, il faut voir dans quelle mesure il faut les adapter à d'autres contextes. Mais oui, on commence à les exploiter très concrètement dans nos propres solutions. Il y a une maturité déjà existante et maintenant, on ne demande qu'à pouvoir l'établir, l'implémenter dans d'autres solutions technologiques. Comme dans les solutions du CEF de Exactement, tout à fait. Jean-François. C'est ce genre de cas d'utilisation qui est tout à fait pertinent, en effet. Peut-être, je ne sais pas si Jean-François, tu as une question pour Mathieu sur le point, Chaud. comme ça à chaud. Et si d'ailleurs vous avez des questions, soit pour Mathieu ou pour Jean-François, d'ailleurs, je n'ai pas laissé de temps de questions, n'hésitez pas via le chat ou de préférence les questions-réponses. Alors, on a une question. Est-ce que l'encodage peut-il être fait au fil de l'eau, si je le vois bien, au fur et à mesure que la donnée sont récoltées? Je sais pas, Mathieu. Oui, oui, tout à fait. Donc, c'est en fait comme ça que ça fonctionne parce que on travaille avec des volumes de données qui sont relativement conséquents. On ne veut pas attendre d'avoir des mégas, des centaines de mégas, des centaines de gigas de données avant de devoir faire tout le travail parce qu'alors il faut mettre en œuvre des outils plus complexes pour pouvoir traiter cette volumétrie de données. On travaille en flux. Ça, c'est la première partie de la question. Pour ce qui est de la rupture de l'alimentation du système, toute donnée qui est parvenue jusqu'à présent dans le système peut être communiquée, donc il n'y a pas de perte à proprement parler. Et alors, en marge de ce système de compression de données, on utilise des techniques qui permettent d'éviter, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de perte d'informations en cas d'interruption de la source de données ou d'une alimentation quelque part ou d'une panne réseau, par exemple. Ils ne sont jamais des données de commande, je suppose, parce qu'il y a parfois un décalage pour le décodage. Si le décodage est plus long, ça ne pose pas un problème au niveau du temps réel Alors, ça pourrait, c'est une des questions de Safran AeroBoosters d'ailleurs, de se dire, voilà, est-ce qu'on est prêt à mettre 4 fois plus d'efforts pour faire cette compression pour pouvoir bénéficier du taux de compression. Donc ça, c'est un compromis à faire sur l'aspect temps réel. Le décodage est plus long. Voilà, ça dépend du compromis qu'on souhaite faire. Sur des communications longue distance, en général, ce surcoût est limité, est mitigé parce qu'il faut quand même le transmettre à travers un réseau, par exemple sur Internet. Mais c'est vrai que si on parle de communication entre 2 machines, par exemple, où l'aspect temps réel est primordial, peut-être que ce genre de compression ne peut pas être mise en œuvre parce qu'on a besoin de faible latence plutôt que d'un bon débit. En général, il y a un compromis entre la bande passante et la latence. Alors, il y a encore une question de Simon. Est-ce qu'un encodage propre à ce type de données est bien générique? Est-ce qu'il y a une plus grande variance entre 2 données successives? Alors, l'efficacité de l'approche vient en effet qu'il y a une certaine tendance ou une certaine constance dans la donnée. C'est grâce à cette tendance qu'on est capable d'aller mieux représenter la donnée. Ceci dit, l'outil est fait de sorte que si les données sont beaucoup plus erratiques, le résultat est toujours correct. Donc le résultat est bon, on a la même valeur qui est restituée en fin de compte. Par contre, ça peut influencer négativement
le taux de compression. Et donc ça, dans un autre projet de recherche, on est en train de le constater, on a des données vibratoires qui sont beaucoup plus erratiques en apparence, et donc il faut prendre en compte cette vitesse de variation du signal et de pouvoir comprendre justement les tendances qui se dégagent dans ce signal vibratoire pour quand même pouvoir avoir de bonnes performances de compression. Donc, pas de perte de qualité de résultat, mais par contre, perte potentielle sur le taux de compression effectif qu'on observe. Alors, je regarde au niveau de la régie, voir s'il y a encore des questions. Apparemment, il n'y en a plus pour le moment. Mais merci à tous les deux pour votre présentation et pour cet apport pour qui, j'espère, pourra aider les entreprises à justement à adresser les 80% de données qui ne sont pas encore analysées. Merci à tous les deux. Merci. Alors, sans plus attendre, on va faire une petite pause, ce qui va nous permettre de changer les intervenants. Je crois qu'on va lancer un petit jingle. Donc, on revient vraiment dans un tout petit instant, vraiment 2 minutes, le temps de changer les intervenants, les micros, et on poursuit le webinaire. Merci. Alors, on est de retour avec Christophe et Thomas. Et alors, il y a aussi Christophe d'Agility qui nous rejoindra à distance dans quelques instants. Mais peut-être je me tourne vers Thomas de chez Timmy. Donc, on a vu ici des solutions pour comprimer les données, pour aussi tester en grandeur nature. Mais maintenant, on va parler d'un exemple concret d'analyse d'un cas que vous avez fait avec des clients qui a pu permettre d'augmenter la qualité de service, la satisfaction aussi du client final, là, du client. Raconte-nous un peu qu'est-ce que vous avez fait, quel est le contexte de ton case, quoi. Tout à fait. Mais d'abord, bonjour à tous. Eh bien, oui, effectivement, on a eu la chance de travailler avec un grand industriel qui est Volvo et qui avait une problématique toute particulière qui était la fiabilité des batteries. Les batteries qui aujourd'hui ont plusieurs rôles. Celui qu'on connaissait avant dans les voitures classiques, mais aussi maintenant avec les hybrides, le full électrique. Et notamment le développement de leur division Polestar. Et donc, on a pu les aider à améliorer, en tout cas, rentrer dans un process qualité et améliorer leur process qualité.
Donc, ils avaient des problèmes de qualité, ce qui générait des insatisfactions chez les clients. Quelles sont les données que vous avez utilisées ou qui étaient à votre disposition pour pouvoir justement adresser cette problématique et faire face au challenge de l'entreprise? Alors, c'était très complet parce qu'on a pu travailler vraiment avec des données en interne, que ce soit au niveau des unités de production, au niveau voilà, du bureau, des bureaux d'études. On avait aussi des données du côté des sous-traitants. Et à côté de ça, il y avait aussi tout le réseau de distribution des concessionnaires qui, eux aussi, compilent des données et les renvoient au siège pour justement avoir un maximum de data disponible et pouvoir finalement constituer un dataset le plus complet possible, puisque dans notre cas, ce qui nous intéresse, c'est donc d'avoir quelque part une intervention et derrière cette intervention, de pouvoir compiler un maximum d'informations qu'on va appeler des variables. Et à partir de ce point-là, voilà, on va pouvoir croiser un petit peu ces données et voir, tiens, quelles sont les corrélations entre les différentes variables et les points d'attention qu'on pourrait avoir sur la qualité. Et pour donner un ordre de grandeur, combien de variables, combien de gigas de données, combien d'années, Alors ici, dans ce cas-ci, on était on avait une compilation de plus d'1 million de pannes et sur lesquelles on a réussi à pouvoir compiler en croisant différents datasets plus de 30 000 variables. Et tout ça représentait un fichier texte de plus ou moins 21 gigas. Donc, c'est tout à fait considérable. Mais c'était une très belle base de travail. Et ces données ont été, je pense, compilées sur un historique de 5 ans. 5 ans. D'accord. Alors, avant de passer pardon, excusez-moi, à la suite de la présentation de Thomas, peut-être une petite question pour nos webinautes. Je ne sais pas si ça se dit, en tout cas les personnes qui nous regardent. Alors, donc, à votre avis, donc, vous avez vu le cas donc, des voitures avec des pannes sur les batteries. Parmi l'ensemble des propositions suivantes, quelles sont les 2 causes qui ont pu être identifiées grâce à l'analyse des data? Donc, ces 2 causes dont la société n'était pas forcément très au courant, mais qui ont émergé suite à l'analyse des data. Alors, je vous laisse le temps de lire quelques réponses. Donc, à votre avis, quelles sont les 2? Donc, n'hésitez pas à en choisir 2 quand vous allez répondre au clap. Alors, pendant que peut-être les votes sont en train d'arriver, hein, on verra de toute façon les réponses juste après. Mais justement, explique-nous qu'est-ce que vous avez fait pour trouver ces causes, hein, donc quelles sont les techniques que vous avez mis en œuvre, et puis enfin, on parlera des résultats. Vraiment, en résumant, parce que c'est quand même un projet qui a pris 4 mois, mais on va essayer de le résumer au maximum. On a d'abord fait un premier modèle qui était d'abord, j'ai envie de dire, juste pour une confirmation de finalement tout ce que Volvo avait déjà mis en place au sein de leurs équipes, et pour confirmer finalement les causes qui étaient déjà connues. Et ça permet en fait de savoir si Volvo 1 était dans la bonne direction, et 2, si notre modèle était de calibrer de calibrer le modèle aussi. Donc ça, c'est vraiment, je veux dire, la première base. Et quand on a eu les résultats de ce premier modèle, il y avait quelque chose de rassurant, c'est qu'effectivement, tout ce qui était déjà en train d'être travaillé, amélioré, est clairement ressorti dans le modèle. Mais par contre, on a eu pas mal de nouveaux indicateurs. Et là, c'était très interpellant parce que c'était des indicateurs sur lesquels on n'avait pas encore travaillé au sein des équipes chez Volvo. Et donc, on venait directement de tracer un nouveau chemin et des nouveaux axes pour l'amélioration. Et si on parle un peu de techniques, quelles sont les techniques que vous avez utilisées d'analyse, justement, de data science pour arriver à faire ce modèle ou ces différents modèles et trouver justement de nouvelles causes? Alors, ouais, sans rentrer dans du trop technique, on s'appuie vraiment sur 3 techniques qui sont d'abord une régression linéaire. Ensuite, nous allons avoir un arbre de décision et derrière, on travaille avec un réseau de neurones. Voilà. Et donc, ce sont ces technologies qui permettent de croiser un si grand nombre finalement de variables et d'arriver aux résultats auxquels on est arrivé. Et justement, quand on parle de résultats, quels sont les résultats obtenus? Qu'est-ce que ça a permis de faire pour ici votre client Volvo? Alors, comme je disais, il y a eu ce premier modèle qui a confirmé. Et alors, on a fait un autre modèle où on a en fait éliminé toutes les causes qui étaient déjà connues. Et ça maintenant, ça ouvrait vraiment tout le champ des possibles par rapport aux causes.
Et donc là, on est vraiment tombé sur des critères assez intéressants. Donc sur le slide ici de l'analyse, eh bien, on voit en rouge c'est ce qui n'était pas connu et les autres, ce sont des causes qui étaient déjà connues. Et on voit quand même que sur le résultat, il y a quand même pas mal de choses qui étaient encore inconnues jusqu'au moment où on a fait ce modèle. Le modèle réduit, donc c'est vraiment ce modèle donc là où on a supprimé toutes les causes connues. Et donc on voit vraiment l'émergence de plein de nouveaux facteurs qui arrivent. Donc c'est tous les facteurs en rouge là qu'on voit. C'est tous les facteurs en rouge qu'on voit là à l'écran, donc qui ont d'un coup qui apparaissent et qui permettent justement de lancer des nouveaux axes d'amélioration. Et quand vous arrivez avec ce genre de modèle réduit, et on voit là, il y a à peu près 50%, je pense, qui étaient en rouge, ou 60% qui étaient en rouge. C'est quoi la réaction des équipes sur place? Est-ce qu'ils y croient? Est-ce qu'ils y croient pas? Est-ce qu'ils se disent, est-ce que c'est possible? On a fait notre job? Oui, il y a de l'étonnement, je pense, d'abord. C'est, je pense, la première réaction. Et puis après, il y a vraiment de l'engouement. Si on regarde Volvo, je pense que ça a toujours été image de solidité, de fiabilité, de qualité. Donc, c'est des gens qui ont vraiment envie d'améliorer tout ça. Et donc, il y a vraiment eu un engouement parce qu'ils savent aussi, quelque part, la batterie, c'est l'avenir. Et donc, aujourd'hui, si une voiture électrique fonctionne bien, c'est parce que avant toute chose, elle a une bonne batterie qui va développer un bon ampérage pour la puissance, etc. Donc, il y a vraiment eu l'engouement après. Mais c'est sûr qu'au début, il y a pas mal d'étonnement. Ouais. Et donc, si on vient au résultat, peut-être à proprement parler, donc voilà, vous identifiez avec différents modèles voilà, des variables qui sont importantes. Ouais. Et donc, peut-être, dis-nous un peu les résultats que vous avez obtenus, justement, les fameuses nouvelles causes, en tout cas principales que vous avez pu identifier, et on pourra comparer avec les réponses de nos internautes. Oui, alors clairement, il y a le climat du pays de livraison qui est en partie soit vraiment des températures trop froides ou des températures trop chaudes, ou aussi des trop grands écarts de température. Et donc là, c'est clairement quelque chose qui agit fortement sur la batterie. Et alors, le délai entre finalement la sortie d'usine et la prise de possession du véhicule de l'acquéreur. Donc la batterie qui allait rester trop longtemps en stand-by, eh bien, on a remarqué qu'il y avait des défaillances qui arrivaient. Malheureusement, pour un de leurs sous-traitants, on a vraiment découvert qu'il y avait un problème de qualité qui était clairement récurrent chez lui. Et à côté de ça, j'ai envie de dire, les résultats pour moi qui sont les plus forts là-dedans, c'est que Volvo a compris tout l'intérêt du modèle, de cette manière de travailler, et ils ont transposé cette manière de travailler avec tout leur matériel de production, donc tous les outils de production, les robots et autres de leur chaîne d'assemblage. Et à côté de ça, ils ont transposé ça aussi dans le lancement et l'amélioration de leur division Polestar, où aujourd'hui, je pense qu'ils sont en train de mettre sur place une batterie qui va atteindre les 1000 km d'autonomie. Donc voilà. Et on est très content parce que quelque part, il y a notre technologie qui tourne derrière, donc on en est très fiers. Donc, pour un projet de 4 mois, donc au final, des résultats qui arrivent assez rapidement. C'est pas un très très long projet. Quelle est la fourchette, peut-être un ordre de grandeur budgétaire ou un ROI chez eux? Est-ce que tu as C'est très difficile parce que de ce côté-là, chez Volvo, il y a un côté très opaque, entre guillemets, en termes de gains. Maintenant, je pense que voilà, ça agit à tout point de vue. Je pense qu'au niveau de leur image, ils ont besoin aussi de préserver cette image de Volvo qui a été construite année après année. Il y a cette volonté aussi au niveau des concessionnaires d'alléger le travail. Et donc les gains sont vraiment, j'ai envie de dire, positionnés à différentes étapes. Et c'est assez difficile de quantifier. Mais en tout cas, ils continuent à utiliser la solution, donc je pense qu'ils en sont très satisfaits. Et le ROI, à ton avis, se fait sur quel genre de période? Ici, on a vu en 4 mois, vous arrivez à collecter des données, identifier différents modèles. Alors ici, il faut quand même bien noter qu'on était dans un cas où on est arrivé dans un environnement qui était vraiment propice, où il y avait déjà une culture finalement de la donnée et où toute la donnée était déjà disponible. Et une donnée qui était propre aussi. Et donc, c'est évidemment, ça accélère nettement le process.
Et il y avait déjà eu, on avait déjà un personnel, j'ai envie de dire, qui était formé, qui était compétent, et surtout qui avait envie d'aller dans cette direction-là. Donc, il y a eu très peu de barrières dans ce projet-là, ce qui justifie finalement un temps très court en termes d'application. Ouais. D'accord. Et alors, ce que vous avez fait là pour Volvo et les batteries, est-ce que c'est applicable un peu à d'autres secteurs, à d'autres use cases, soit dans la même entreprise, par exemple, ou carrément dans une entreprise d'un autre secteur? Oui, mais ici, on le voit, on part sur une problématique de batterie. Finalement, on débouche sur leurs outils de production, sur les robots de production, parce que justement, ils ont compris tout de suite, OK, on peut faire un parallèle entre la batterie. En fait, c'est la logique qui est intéressante. Ce n'était pas tant la batterie, la problématique de base, c'est finalement la logique qu'on va appliquer au problème et qu'on peut transposer après sur d'autres problématiques. Assez facilement. Enfin, assez facilement, oui, tout à fait. C'est généralisable. Tout à fait, ouais. D'accord, merci Thomas. Alors, je vais regarder vers le chat, voir s'il y a des questions. Je ne sais pas si vous en avez, n'hésitez pas, soit vers le chat ou questions-réponses, n'hésitez pas à en poser pour avoir peut-être plus de précision sur l'un ou l'autre élément du projet. Et maintenant, on va se tourner vers Christophe qui est en ligne. Alors, il est en ligne pour une bonne raison, c'est que le Covid, la grippe et toutes ces autres maladies n'ont pas disparu malheureusement de la planète. Mais en tout cas, merci d'être présent avec nous, Christophe. Est-ce que tu nous entends bien? Je vous entends bien. Est-ce que c'est pareil chez vous? Parfait, nous on t'entend super. Alors voilà, Christophe aussi, présente-toi peut-être en quelques mots. Oui, donc Christophe Robins, cofondateur d'Agilitic. Donc on est une boîte d'un peu plus de 20 consultants maintenant, actifs en Wallonie, à Bruxelles, au Luxembourg, au nord de la France, sur toutes les problématiques d'application de la data science à de nombreuses questions métiers diverses et variées dont on touchera quelques exemples aujourd'hui. Alors, tout à l'heure, je parlais que la Commission européenne, ou en tout cas l'Europe, disait que voilà, 80% des données industrielles ne sont pas utilisées. Alors, on sait que dans une entreprise, dans une industrie, il n'y a pas que la production, on l'a d'ailleurs vu avec le cas juste avant, mais il y a aussi tous les autres process, où il y a des process, il y a les process, les autres départements, les HR, la vente, la gestion de la qualité, tout ce qui est les flux de documents. Quels sont les cases que toi, tu as pu réaliser dans ces différents domaines? Alors, on va peut-être pas tous les lister, mais effectivement, comme tu le dis, Jean-Philippe, donne-nous un aperçu. C'est vrai que la question est forte. Les cas sont très très larges, mais effectivement, là, on peut voir au centre du slide ici qu'on a effectivement tous les problèmes classiques ou en tout cas plus traditionnels du manufacturing autour de l'automatisation, de la maintenance préventive et autres, la gestion de la qualité, comme tu le dis. Il y a beaucoup d'autres postes à côté autour de la finance, la gestion des shifts aussi qui peut intervenir, sur lesquels, grâce à des techniques de data science diverses et variées, que ça touche à l'IA de près ou de loin, peuvent améliorer la gestion de l'entreprise au sens large. Alors, il y a effectivement toute la partie marketing et sales, la partie de rétention de clients, donc des problématiques très gestion de clientèle, mais dans l'optimisation des processus, on peut aussi réfléchir à tout ce qui est processus administratif, donc gestion documentaire, dont on verra quelques exemples un peu plus tard, et comme je disais aussi, l'optimisation des shifts, qui sont des exemples très concrets, qui sont applicables dans d'autres industries également, mais qui peuvent être transposés au manufacturing. Alors, parlons peut-être du premier exemple, donc de l'automatisation du traitement de documents, qui est le slide suivant pour la régie. Voilà, explique-nous un peu ce que vous avez fait et qu'est-ce qu'on doit retenir un peu de ce travail, de ce slide. Oui, disons que ce qu'il y a à retenir, effectivement, c'est qu'on peut travailler avec beaucoup d'éléments non structurés. On parle souvent de données structurées, de capteurs, de bases de données dans lesquelles l'information est bien, elle est propre, comme dans le cas de Timmy aussi, on reçoit déjà de l'information qui sert directement pour les modèles. Ce qui est intéressant, c'est que même quand on a l'information qui est non structurée, on peut en faire beaucoup de choses. Et donc ici, ce sont 3 exemples de projets qu'on a finis récemment. De traitement de formulaire, par exemple, pour même avec de l'interprétation de phrases, de cases qui sont cochées manuellement, où là, on peut entraîner des modèles pour détecter justement si certaines questions ont été remplies à un endroit ou l'autre et processer automatiquement ce type de document. On peut également structurer de l'information parmi des documents qui contiennent des publications qui contiennent quelques dizaines, quelques centaines de pages parfois, la traduire, la manipuler, rechercher de l'information qui n'y est pas nécessairement pour catégoriser automatiquement, traduire, classifier, extraire les phases clés, faire des résumés de
de texte et construire comme ça des moteurs de recherche pour, par exemple, de la documentation sur certains produits ou certains types de processus. Un troisième exemple qui fonctionne également très très bien, c'est le routing automatique des emails. Souvent des emails qui arrivent au travers d'un call center ou un service center au sens large, qui peuvent traiter de sujets divers et variés. On peut là aussi automatiser une grande partie du travail et faire gagner beaucoup de temps aux personnes qui traitent ces mails manuellement. Alors juste après, on va parler de prévision de demande, mais avant de passer au slide suivant, on va vous poser à vous qui êtes derrière votre écran d'ordinateur une petite question pour voir à votre avis, grâce à l'IA et grâce au modèle que Agility a mis en œuvre dans le cas qu'ils vont vous présenter dans quelques instants, à votre avis, quels sont les gains pour réduire ici les erreurs dans une chaîne d'approvisionnement? De quelle ordre de grandeur parle-t-on? On est plutôt sur du 10% ou au contraire du 50, 70%, 70 à 90%. À votre avis, quel est ce pourcentage? Alors, on voit que les votes sont très partagés. Hein. On voit que, hormis le 30 à 50% qui ressort fortement, on est assez bien distribué. Eh bien, peut-être, Christophe, passons directement au slide suivant et parle-nous de la prévision de la demande et justement, quels ont été les gains qui ont été rendus possibles grâce à ce travail d'analyse sur la prévision de la demande. Voilà, sans plus attendre, pour déjà répondre à la question, on le voit sur le slide, on a effectivement des ordres de grandeur d'amélioration, ou de réduction des erreurs de l'ordre de 30 à 50%, selon les cas évidemment et selon la situation de base. Ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on améliore des méthodes existantes. Je dis des méthodes de prévision de la demande, ce qu'on appelle du time series, du forecasting, existent déjà en statistique depuis des dizaines d'années. Simplement, la technologie qu'on a actuellement à disposition permet l'utilisation d'algorithmes plus puissants, qui sont plus précis et qui peuvent travailler beaucoup plus rapidement, être réentraînés, tenir compte d'un plus grand nombre de variables et également travailler avec des données qui viennent en temps réel ou quasi temps réel pour s'adapter à la demande. Et donc c'est là qu'évidemment il y a une grosse différence et évolution par rapport à ce qu'on pouvait avoir avant, d'où les gains affichés à l'écran qui peuvent impacter des ventes perdues. Hein, on n'y pense pas toujours, mais de se dire grâce à une optimisation des stocks, on peut optimiser vraiment la réponse à la demande et avoir ne pas rater de vente. Des coûts de stockage également, en faisant tout ce qui est de la gestion des inventaires et en capitalisant sur ces techniques, sont également des conséquences très intéressantes de ces applications. Et pour faire une mission comme celle-là, tu n'as pas parlé en détail du cas, mais c'est quel genre de durée ou quel genre de budget faut-il pour arriver à ce genre de résultat? Alors, on va toujours essayer de travailler par itération, parce que ce sont des modèles qui peuvent prendre énormément de temps, hein, et il y a la question de Pareto toujours derrière, d'essayer d'arriver à atteindre 80% de résultats avec 20% du temps. Donc, on va généralement partir sur une première itération sur de l'ordre de 10-12 semaines de travail, donc voilà, de l'ordre de 2 mois et demi, 3 mois, pour avoir déjà une première version qui tient la route et qui montre déjà l'intérêt de creuser. Et puis, c'est de s'arrêter quand on a un ROI qui est suffisant. Et donc, c'est très itératif comme processus. On peut déjà atteindre des bons niveaux de performance rapidement. Donc là, tu parlais en nombre de semaines, maintenant ça fait 3 mois, donc au final, c'est très rapide aussi. Tout à l'heure, on était sur une durée de projet, en tout cas de test de 4 mois. Donc, en moins d'un an, enfin, je veux dire, entre le moment où peut-être on va se décider de lancer l'action, on va consulter l'un ou l'autre prestataire et on va lancer le projet, on peut déjà avoir des résultats intéressants pour améliorer la performance de l'entreprise, que ce soit sur la répartition du travail, tu vas en parler après, ou sur prévision de la demande, réduction de la qualité. C'est ça, l'idée est vraiment d'aller chercher rapidement des premiers gains parce qu'il y a quand même il y a toujours deux challenges dans ce genre de projet. Le premier, on le connaît bien, c'est l'acquisition de données de qualité, arriver à retrouver l'information et à être certain qu'on ait de la qualité parce que sinon le modèle ne fonctionnera pas comme attendu. Et la deuxième partie qu'on constate de plus en plus, et on le verra encore plus avec le projet suivant, c'est l'impact que ça peut avoir sur les personnes, sur les manières de travailler, sur les processus en interne. Et donc, il faut très vite pouvoir tester, même si la performance n'est pas encore de l'ordre attendu, mais déjà un gain suffisamment significatif. Le plus important est de le tester, de le mettre en œuvre sur le terrain pour en retirer un maximum de bénéfices. Tant qu'un modèle reste dans les cartons ou sur la machine du développeur, il ne sert à rien. Ouais, il ne sert à rien, d'accord. Justement, parlons peut-être de ton dernier exemple sur l'optimisation de la répartition du travail. Oui, là, c'est
quelques mots, le contexte, dans quel genre de société ça se passait? Oui. Alors ici, c'était dans le back-office d'une mutuelle. Donc, a priori, on n'est pas dans le manufacturing, mais c'est évidemment applicable à d'autres. On est en train de discuter avec d'autres groupes pour le faire également, dans tout ce qui est société de nettoyage et donc répartition des équipes sur différents chantiers. Ce qui était intéressant ici aussi, c'était l'approche très itérative. Donc ici, en une quinzaine de jours, on avait développé pour un département déjà la première partie de l'optimisation. Et on est maintenant, après quelques années et puis du développement itératif constant, mais en quelques mois, on avait pu déployer ça à plus de 800 collaborateurs du back-office qui donc tous les jours, sur base de toute une série de contraintes, reçoivent dans leur boîte mail tous les matins les instructions sur aujourd'hui, tu vas travailler 3 heures sur telle matière, 3 heures sur telle matière et 2 heures sur cette troisième matière. Donc quelque chose de vraiment très très concret. Alors derrière, on ne parle pas nécessairement d'IA, hein, c'est de l'optimisation sous contrainte, donc c'est de la data science au sens large, c'est de trouver la bonne technique pour arriver à répondre à la problématique précise. Mais on a un cas qui ici est très concret et qui apporte des gains significatifs pour l'entreprise. Et quels sont les ou le élément important pour ce genre de projet quand on va justement travailler avec du personnel, on va définir des plannings, on peut aussi l'imaginer dans le secteur industriel. C'est quoi les bonnes recettes ou les éléments à faire vraiment attention dans ce genre de projet? Alors, c'est d'arriver à bien définir la problématique. Ça, on voit que c'est souvent crucial. Si le périmètre n'est pas bien défini, si on veut prendre quelque chose de trop large, peut-être au début, on risque de ne jamais atterrir. Et donc, il ne faut pas hésiter à démarrer petit, à itérer très rapidement et à faire évoluer. Parce que l'idée qu'on a peut-être maintenant d'un tel projet, enfin l'idée qu'on voit du projet maintenant, c'était pas ce qu'on avait au départ. Et ça a fort évolué en cours de route. Donc ça, je dirais, c'est un point de départ extrêmement important. Et toujours quand il y a une application avec des êtres humains derrière, prendre en compte le change, la formation, l'explication derrière du pourquoi on fait ça, comment ça fonctionne dans les grandes lignes pour maximiser l'adoption par les utilisateurs. Et dans ce cas-ci, soit de la répartition du travail, mais aussi dans les précédents, quelles sont les bonnes pratiques justement pour impliquer le personnel qui, bon, ici on détermine carrément ce qu'ils vont faire la journée, mais ça peut être aussi, on va dire, voilà, il faut prendre une action à tel endroit, il faut peut-être, je sais pas moi, refaire une maintenance sur une machine. Donc quelque part, on va lui donner une instruction. Comment on fait pour quand même qu'ils adhèrent à la solution? Ce qui marche très très bien, d'expérience de nouveau, c'est d'impliquer certains utilisateurs clés dès le début. Donc des pairs qui sont respectés, ou en tout cas qui peuvent porter la voix de tout un nombre d'utilisateurs finaux. Les impliquer parce qu'eux aussi peuvent amener énormément de réflexion, peuvent aider à interpréter les modèles, d'où le fait d'avoir des modèles qui soient explicables, pour justement pouvoir répercuter ça sur l'ensemble des utilisateurs et se dire oui, on comprend comment ça marche, on sait où est l'intérêt. On arrive à expliquer, il y a une partie que le modèle apporte en plus, hein, on l'avait très bien vu avec Thomas, il y a des choses que les équipes connaissaient déjà, qui sont très confirmatoires, qui rassurent, et puis des éléments nouveaux qui permettent d'ajuster, d'aller plus loin. Et alors, faire énormément de tests. Faire énormément de tests, prévoir du temps pour faire des tests, des allers-retours et encore itérer là-dessus. Et quand tu parles d'utilisateurs clés, de personnes clés ou un peu ressources dans l'entreprise, on est d'accord que tu parles de tout type de personnes, quelque part. Oui. Quelle que soit la fonction, quel que soit le département dans lequel on travaille, on ne va pas uniquement être dans le département informatique ou dans le département industriel. On va mettre toutes les personnes qui sont de près ou de loin concernées par la problématique. Dans le cas présent, ici, on a travaillé avec des agents du call center, typiquement, et 2-3 personnes des différentes équipes du back-office. D'accord. Mais merci Christophe pour ta présentation et le partage de ces cas. Je regarde vers le chat s'il y a des questions. Il n'y en a toujours pas, mais n'hésitez pas. Peut-être, je ne sais pas si Thomas ou Christophe, vous avez une question pour Christophe. Ça peut venir par la suite. Et si Christophe, toi, tu en as, n'hésite pas, même si tu es à distance, de les poser. Je poserai. Je reste en ligne dans le fond. Je vous suis attentivement. Ça va. Merci, merci Christophe. Merci à tous. Alors maintenant, on passe à la dernière partie, last but not least, comme on dit souvent. Aussi un Christophe, on a la chance aujourd'hui, Christophe au carré. Bonjour Christophe, peut-être présente-toi en 2 petits mots. Christophe Lefay, je suis en charge du développement des activités chez V2I. Donc V2I, c'est quoi? C'est une PME liégeoise qui offre une gamme complète de services en ingénierie vibratoire et qui développe des solutions de surveillance pour les industriels. Solutions de surveillance qui sont basées sur nos expertises en instrumentation, mesure, analyse des données et développement logiciel.
D'accord. Et donc, aujourd'hui, tu vas nous parler d'un cas assez précis, hein, de la surveillance de la qualité des soudures sur une chaîne de production. Peut-être explique-nous un peu le contexte, le type d'entreprise et quelle taille aussi, comme ça donne un petit ordre de grandeur. Oui, bien sûr. Le contexte dans lequel nous sommes généralement amenés à travailler est le suivant. On peut passer aux slides qui suivent. Donc, ce qu'on observe généralement chez nos clients, on peut passer encore à la slide suivante, c'est que nos clients ont généralement des objectifs ambitieux en termes de réduction de coûts et d'amélioration de la productivité. Dans notre cas, ils souhaitent souvent travailler sur des équipements de production existants, les améliorer, ont à disposition des budgets de maintenance et de fiabilisation relativement faibles, et que l'introduction, l'implémentation d'outils étiquetés Industrie 4.0 fait souvent face, heurte aux classiques freins, aux changements, et est victime de certains préjugés. D'où l'idée, mais comme ça a déjà été précisé et noté précédemment, de pouvoir apporter des résultats concrets, rapidement, à un coût maîtrisé, avec un minimum d'impact sur la production, notamment dans le cas qu'on va évoquer ici, étant donné qu'il s'agit d'un procédé continu. Justement, quel était le problème précis du client et qu'est-ce que vous avez fait pour l'aider à résoudre ce problème? Alors, le problème précis du client, on peut passer à la slide suivante. Donc, on est en sidérurgie, dans la phase à froid. On peut passer sur la slide suivante. Dans la phase à froid, sur une ligne de galvanisation. Et donc, là, on se concentre sur la soudeuse. Pourquoi sur la soudeuse? En fait, l'acier qui doit être galvanisé arrive sous forme de bobines qui doivent être soudées bout à bout, étant donné qu'on est sur un procédé continu. Et pour faire défiler la bobine, il faut appliquer une force de traction relativement élevée. Et il se trouve que, assez logiquement d'ailleurs, quand la qualité de cette soudure n'est pas suffisamment bonne, cette soudure devient l'élément faible dans le défilement dû à sa résistance mécanique. Alors, l'impact très concret, c'est que quand cette soudure n'est pas de bonne qualité, s'ensuit très probablement une déchirure au pire endroit de la ligne, dans le four, qui applique un arrêt de ligne de 2 à 3 jours, 2 à 3 journées, dont le coût est estimé il y a quelques années à 150 € la minute. Donc, l'impact est considérable. Alors, étant donné que ce procédé de soudage est critique, un procédé de contrôle qualité était mis en place par le client, procédé qui était à l'époque manuel, donc reposé sur la vision, l'ouïe de l'opérateur, ainsi qu'un test marteau. Et donc là, on fait face à un problème potentiel de répétabilité. Également, on dépend uniquement de la personne, de l'expérience de l'utilisateur, qui a aussi une pression, importante sur les épaules. Et ça, sachant aussi que l'opérateur doit prendre sa décision sous un délai de 10 secondes et qu'il a une dizaine de paramètres potentiels à combiner entre les paramètres matériaux et les paramètres du procédé. Donc, c'est un procédé critique pour lequel l'opérateur dispose de très peu de temps et avec un impact considérable sur le fonctionnement de la ligne. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on est intervenu. On peut passer à la slide suivante, en proposant de procéder par étapes. Donc d'abord une étude de faisabilité où on analyse l'existant et on émet, en collaboration avec le client, le retour des opérateurs, un certain nombre de propositions, notamment pour installer des capteurs supplémentaires, pour avoir une meilleure vision du bon déroulement du process. Ça fait l'objet d'un rapport qui est discuté ensemble. Et puis très rapidement, on passe à la slide suivante, on propose d'avancer sur une phase de validation qui va passer par des campagnes d'essai. Des campagnes d'essai, on va instrumenter et on va valider les hypothèses émises lors du premier rapport. Donc là, à l'écran, on voit un certain nombre de capteurs qui ont été installés, donc un grand nombre de capteurs qu'on a conservés par la suite parce qu'ils apportaient une information pertinente à l'opérateur. Donc là, il n'y avait pas de données existantes, enfin, il y avait une série de données existantes, mais vous êtes venu compléter l'information en posant des capteurs pour collecter de la donnée et pour pouvoir faire vos analyses et faire tourner les modèles. Voilà, exactement. Un des premiers constats qui était fait sur la ligne, en fait, c'est que donc forcément, la machine fonctionnait, c'était perfectible, mais elle fonctionnait quelque part pas trop mal, mais elle fonctionnait sur base de consignes qui n'étaient pas mesurées. À partir du moment où on n'a pas la mesure, on ne peut pas s'assurer qu'on suit la consigne. Donc l'idée a d'abord été de valider cet élément, d'installer, donc de compléter, d'améliorer quelque part l'équipement existant sur la machine pour apporter une information de valeur ajoutée à l'opérateur. Une fois qu'on a pu valider la pertinence de ces données, on a installé, et donc là c'est la slide suivante, un équipement, un système d'acquisition
installés à demeure sur la ligne pour fournir à l'opérateur en temps réel des données représentatives du procédé, de la situation, qui ont d'abord été là pour lui apporter une information complémentaire et l'aider dans sa prise de décision. Mais je veux dire, en back-office, il n'y avait pas encore dire, quelque part d'aspect prioritaire de notre système sur la prise de décision. Cette phase a duré, on va dire, a duré quelques mois. Alors, une seconde étape à la demande du client a été d'installer encore une instrumentation complémentaire et pour des objectifs, on peut passer à la slide suivante, pour des objectifs de diagnostic de la soudure. Donc, non pas détecter si elle est bonne ou mauvaise, mais pouvoir se dire pourquoi est-elle bonne, pourquoi est-elle mauvaise. Et pour aussi les objectifs de maintenance de l'équipement, donc maintenance prédictive et non plus maintenance curative. Alors, à nouveau, on a avancé dans ce processus pour finalement avancer vers une étape de fiabilisation où là, on a implémenté une base de données avec des outils d'intelligence artificielle avec pour objectif de capitaliser l'ensemble des données mesurées et au cours du temps, implicitement améliorer la fiabilité de l'outil pour avoir un outil sans cesse plus performant. Et maintenant, si on parle des résultats, donc on a bien compris que vous êtes venu capter davantage de données, analyser davantage de données, à la fois tant sur le processus, les machines, les équipements, sur la qualité de la soudure. Quels sont les résultats que vous avez pu obtenir grâce à tout ce travail qui était mis en œuvre? Alors, en termes de résultats, d'abord, des résultats en termes de productivité. Bon, auparavant, il fallait considérer qu'il y avait 2 à 3 arrêts par an dus à une mauvaise soudure. Aujourd'hui, notre client n'a plus eu un seul arrêt en raison d'une mauvaise soudure depuis 2017. Donc le gain est déjà appréciable. En termes de coût, forcément, étant donné que ces arrêts ne sont plus là. En termes de maîtrise du process, aujourd'hui, un des problèmes qui se posaient à l'époque était de se dire, bon, voilà, aujourd'hui, on a une certaine gamme d'acier à souder. Cette gamme est appelée à s'étendre quand on a une nouvelle gamme d'acier. Comment fait-on? Là, avec une meilleure maîtrise du process, avec des données objectives, il est possible de plus facilement extrapoler et proposer des nouveaux paramètres de soudage. Amélioration en termes de maintenance également. Et puis alors, amélioration en termes RH, simplement que l'opérateur aujourd'hui a moins de pression sur les épaules, il peut se reposer sur l'outil existant et profiter des données existantes pour apporter ses capacités d'analyse et son input en tant que technicien expert du sujet. Donc, le gain est vraiment réel. On peut montrer peut-être une courte vidéo de la solution. Alors, ce qu'on voit là, c'est le démarrage du procédé de soudage et l'affichage en temps réel de 3 paramètres de soudage que sont la température, la pression de planage et de courant avec une série de bornes qui sont définies par la base de données. On va pouvoir continuer. Voilà, donc là, le procédé de soudage est terminé. Et c'est au terme de ce procédé de soudage qu'auparavant, l'opérateur devait définir si la soudure était bonne ou pas. Là, ici, le système a capté l'ensemble des données en temps réel et dans les 2 secondes qui suivent, va afficher un feu vert pour valider à l'opérateur que la soudeuse est bonne et qu'il peut la lancer, qu'il peut la laisser partir plus loin dans la ligne. Voilà. Et voilà, on voit le feu vert. Voilà, exactement. Donc ça enlève une pression forcément sur les épaules de l'opérateur. Et puis là, bon, c'est une vue de la soudure mesurée à l'aide d'un profilomètre qui permet de bien vérifier la géométrie du cordon. Donc tout ça est enregistré dans la base de données associée au système et qui permet alors ensuite à l'opérateur d'avoir une vue très claire et très objective du procédé. Est-ce que vous avez pu identifier, comme dans le projet de Thomas, des variables dont l'entreprise n'était pas du tout au courant qu'elles avaient un impact en fait sur la qualité de la soudure ou peut-être sur la maintenance de la machine? Alors généralement, c'est ça qui est très intéressant, c'est que les opérateurs, les techniciens sur site ont
avec quand même un très bon feeling, une très bonne approche dans leur façon de travailler. Par contre, parfois, ce qui manquait, c'est simplement la donnée, la façon de la mesurer, la façon de la combiner avec d'autres informations aussi. Et puis alors, ce qui est extrêmement compliqué, c'est la dépendance entre toutes les variables qui interviennent dans le procédé. Ça en fait un problème extrêmement complexe à gérer. Et là, le fait de mesurer, de tout enregistrer et puis de présenter les résultats sous forme claire au niveau de l'interface utilisateur, ça permet de faciliter le job et d'apporter une information utile et concrète. Ici, le case que vous nous avez présenté, que tu nous as présenté, était vraiment très spécifique sur de la soudure, milieu industriel, phase sidérurgie lourde. Est-ce que c'est généralisable, transposable à d'autres types d'industries peut-être moins lourdes, avec peut-être aussi des PME où il n'y a pas, je veux dire, des si grands équipements? Oui, bien sûr. On a aujourd'hui d'autres projets en cours où au final, on travaille de la même façon. Une fois qu'il y a un problème nous est soumis, l'idée c'est de rapidement réaliser des mesures et puis démontrer si sur base d'outils de machine learning notamment, on peut arriver à un taux de performance intéressant pour distinguer les bons cas des mauvais et puis alors avancer dans une seconde étape vers une automatisation d'un procédé de contrôle qualité en ligne, par exemple. Donc, c'est vraiment généralisable à toute une série d'industries sans la moindre difficulté, dans des contextes différents, avec parfois des outils différents, mais voilà, c'est transposable. Ah oui, transposable, réellement. Et si tu dois mettre en avant un ou l'autre élément qui sont vraiment des facteurs clés de succès lorsqu'on se lance dans tel genre de projet, quels sont-ils? D'abord, ce sont des projets de long terme, donc une réelle application du management, de la société, de la direction, mais aussi du personnel de terrain. On lisait avant le facteur humain est prépondérant, prépondérant, oui, vraiment. Et donc cet aspect collaboratif aussi, on arrive avec nos métiers et certaines expertises, mais in fine, c'est le client qui a son expertise métier, donc il faut que la communication soit bonne, qu'il y ait une réelle collaboration. Et dans ces conditions-là, après, si on se laisse, on donne un peu les moyens d'avancer, les résultats sont à portée de main. Merci Christophe pour cette belle exposé. Je me retourne à nouveau vers la technique pour voir s'il y a pas de questions. Je ne sais pas si Thomas, tu en as une pour Christophe éventuellement ou... Non, mais je suis très content d'avoir entendu les deux Christophe finalement, parce que on vient de le dire, il y a vraiment une possibilité d'avancer rapidement, et c'est toujours en bout de course. C'est quand même chaque fois pour faciliter le travail et aider les gens finalement à atteindre je ne vais pas dire l'excellence, mais en tout cas à tendre vers vraiment une super efficacité et même un confort de travail, parce que là, l'exemple de l'opérateur qui avait ça au-dessus de la tête, importante, je pense qu'il avait du mal à dormir, mais voilà, là, je crois que ça l'a aidé. Donc, Et peut-être une dernière question pour toi, Christophe. Tu as entendu la présentation de Jean-François tout à l'heure avec le TEF, cette espèce de grand labo en grandeur nature, quoi, où on peut venir tester justement des solutions, notamment d'IA, mais pas que, sur les machines, les équipements. Qu'est-ce que toi tu en penses? Est-ce que tu penses que ça peut aider justement les entreprises à concrétiser leurs projets? Très clairement, parce qu'aujourd'hui, la démarche pour l'implémentation de ce type de solution, c'est de créer rapidement des POC. Et donc, ce type d'initiative est totalement en phase avec cette démarche. Et nous, en tout cas, nous intéresse beaucoup. Très clairement. Et donc, si j'entends ce que Christophe nous disait tout à l'heure, mais aussi tous les deux, l'idée, c'est vraiment de se dire, on a une problématique, on essaie de bien la cerner, la définir, d'avancer vraiment par la méthode des petits pas, c'est-à-dire de ne pas vouloir résoudre tous les problèmes de l'entreprise, mais peut-être comme ici, on est à un petit endroit, même si les clés est stratégique dans la chaîne de production, et d'apprendre au fur et à mesure, et éventuellement, par itération, d'abord de faire un POC, et puis pourquoi pas passer à une phase un peu plus industrielle, et puis d'agrandir éventuellement soit le scope du projet. Ça, c'est vraiment ce que je retiens de vos différentes interventions. Je ne sais pas si je ne transforme pas ce que j'ai entendu. C'est exactement en ce qui concerne V2I. En tout cas, on a envie vraiment de pouvoir proposer des solutions évolutives, donc avancer étape par étape sur base de quick wins, concrets, rapides, pour démontrer la validité des hypothèses et pour gagner la confiance de tout le monde, démontrer qu'on est sur la bonne voie et
et que ça avance. Et alors, dernier élément, enfin voilà, là c'est plus dans la stratégie, c'est-à-dire commencer petit, bien définir le problème et avancer. Et aussi, comme vous l'avez dit à plusieurs reprises, d'impliquer les équipes, les gens de terrain qui vont utiliser la solution au quotidien, ou en tout cas qui vont être soit bénéficiaires pour améliorer la qualité du travail et qui vont vivre avec tous les jours. Oui, bien sûr. Très important, d'autant plus qu'il y a aussi une part de l'expertise métier qui vient de chez eux. Ouais. Ah, il y a Christophe qui voulait intervenir à distance. Vas-y, Christophe. Tout a déjà été dit effectivement par Christophe et Thomas, mais c'est vrai que c'était pour confirmer effectivement ce que tu avais bien résumé. Donc, tu as bien cerné l'essence, je pense, Jean-Philippe. Le dernier élément aussi, c'est qu'au-delà de la conviction sur le terrain par les utilisateurs est évidemment clé, mais pour revenir au point de départ, c'est définir les métriques de succès aussi. Être certain, on parle de données, donc on doit pouvoir mesurer d'une certaine manière le résultat si on veut pouvoir convaincre également. Donc c'est un élément supplémentaire, mais pour le reste, je pense que tout a été bien répété et résumé par Thomas et Christophe. Donc merci à vous. Merci à toi, Christophe. Merci à Christophe. Merci à Thomas. Merci à Jean-François. Et merci aussi à Mathieu qui était là en première partie de ce webinaire. Merci à vous qui nous regardez, d'avoir été présents en nombre. Je tiens aussi à remercier très chaleureusement Technofutur et particulièrement Adrien pour son travail de mise en lumière, de mise en œuvre de ce webinaire. Merci aussi à Mecatech, notre partenaire, qui a contribué au succès de ce webinaire. Et aussi un spécial merci à l'équipe de l'Infopôle pour leur travail, pour la préparation de ce webinaire. Ce webinaire aura d'autres versions avec d'autres sujets, de nouveau pour mélanger des techniques numériques et des secteurs. Et donc, n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas aussi à checker votre boîte mail d'ici quelques heures ou d'ici demain pour recevoir le lien vers les vidéos, vers les slides et aussi nous dire ce que vous en avez pensé. On est avide d'avoir votre feedback. Voilà, merci à tous et je vous souhaite une excellente journée, une bonne après-midi. Merci.